Alors aujourd'hui, la correction de la fiche numéro 2, l'Empire romain, conquête et expansion. Alors il s'agit aujourd'hui de montrer de quelle manière l'Empire romain s'est constitué comme un empire immense, avec donc une expansion importante. Donc tout d'abord montrer que lorsque Auguste monte sur le trône au début du règne, il y a donc tout ce qui est en vert, plus en vert foncé l'Italie, qui font partie de son empire, donc en 27 avant Jésus-Christ, à la naissance de l'Empire romain, quand Octave reçoit le titre d'Auguste de la part du Sénat. Voilà ce qu'est l'Empire romain. Et puis, on se rend compte que ça fait déjà beaucoup de provinces, donc celles qu'il fallait citer dans la première question, ici encadrées, qu'il faudrait ajouter l'Italie, en vert foncé, qui n'est pas nommé ici. Alors c'est un empire qui s'étend tout autour de la mer Méditerranée, essentiellement, avec des régions qu'on connaît déjà, notamment Gaule, et un empire dont la capitale est Rome. C'était pour la deuxième question. Rome, c'est la ville la plus grande de l'empire. C'est la ville d'origine aussi, là où est née la culture romaine, puisque si vous vous souvenez bien, on avait vu ensemble la naissance de Rome, la légende de fondation de Rome, avec l'histoire de Énée, Rhea Silvia, Romulus et Rémus. Et donc c'est vraiment le cœur de l'Empire. C'est le lieu de résidence aussi de l'empereur, là où il travaille, là où vivent tous les gens qui travaillent au bon fonctionnement de l'Empire, ceux qui font les lois. Si on se demande comment évolue l'Empire après Octave Auguste, il fallait regarder le troisième point de la légende, qui montrait qu'en 138 après Jésus-Christ, donc à la fin du règne d'un empereur qui s'appelle Hadrien, eh bien, il était venu s'ajouter au territoire de 27 avant, tout ce qui est ici en beige. Alors, vous vous souvenez que Auguste met en place un régime héréditaire. L'Empire, dès le départ, il est héréditaire dans le sens où les pouvoirs qu'Auguste reçoit du Sénat, il les transmet d'abord à Tibère et qui lui-même va les transmettre. Et donc, c'est plusieurs familles qui se succèdent jusqu'à donc le fameux Hadrien. Et le fameux Hadrien, il règne sur un empire, vous voyez, qui s'est agrandi de ces régions que j'ai encadrées, à la Bretagne, la Mauritanie, la Germanie inférieure, la Dacie, la Cappadoce et l'Égypte. Et on peut répondre de cette manière que l'Empire romain s'est agrandi sous les empereurs suivants, sous-entendu suivant Octave Auguste. Donc Auguste lui-même a fait des conquêtes et puis les empereurs suivants en ont fait aussi et ont agrandi le territoire romain. C'est-à-dire que plus on avance dans le temps, au moins jusqu'à 138 après Jésus-Christ, plus le territoire sur lequel règnent les empereurs est grand. Alors c'est sous Trajan, Trajan c'est celui qui règne juste avant Hadrien, qu'on place l'apogée de l'Empire, c'est-à-dire qu'entre 98 et 117, c'est la période, le règne, au cours duquel l'Empire romain est le plus grand d'un point de vue territorial. Il ne sera jamais le plus grand. Par contre, par la suite, il va se réduire puisque certaines provinces, comme la Dacie, vont être perdues assez rapidement. Parce qu'en effet, pour maintenir un empire si immense, il faut qu'il y ait dans cet empire un fabuleux système de protection. Et c'était donc la question suivante, il fallait regarder la deuxième partie de la légende, la défense de l'Empire romain. Alors il y a deux éléments. D'abord le limes, qui est une frontière fortifiée. Alors le limes, on le voyait là où j'ai mis les petites flèches rouges, donc en Bretagne on voit le mur d'Adrien, justement, le fameux Hadrien, en Germanie. Du côté de la Judée, de Palestine, et du côté de l'Afrique, la Numidie, là, en Afrique du Nord. Alors le limes, c'est tout simplement une frontière fortifiée. Alors fortifiée comment ? Ça peut être juste un mur sur une distance, notamment le mur d'Adrien en Bretagne, voilà ce qu'il en reste, qui était censé séparer donc la province bretonne appelée la Bretagne et le reste en fait de la Grande-Bretagne, qui n'a pas été conquise par les Romains et qui se trouve donc extérieure à l'Empire. Voilà le mur d'Adrien aujourd'hui. Voilà.
Et si on prend l'exemple de la Germanie, un autre endroit où on peut trouver un limès, vous voyez que limès, c'est pas sur toutes les frontières de l'Empire, hein. C'est à certains endroits stratégiques. Alors en Germanie, ce limès, il est constitué de murs, mais aussi de forteresses, voilà, d'espèces de forts gardés, avec évidemment sur place, des camps de légionnaires aussi, c'est-à-dire des soldats présents, des troupes qui restent là assignées à la surveillance et à la sécurisation. Donc c'est-à-dire des sortes de casernes fortifiées et peuplées de légionnaires. Alors si on revient à nos flèches, on se rend compte qu'en fait, le limès, il se trouve aux endroits les plus dangereux de l'Empire, des frontières de l'Empire, c'est-à-dire aux endroits où il y a éventuellement des peuples étrangers menaçants. Alors par exemple les Germains, les Arabes, ou les Gétules, que j'ai souligné en rouge. En fait, ça veut dire qu'à ces endroits-là, il y a une menace plus grande et que les Romains sont un peu inquiets de ce qui pourrait se passer. Alors voilà, les légionnaires romains, les camps de légionnaires, c'est des camps de soldats à pied, qui sont placés donc à ces endroits stratégiques et dangereux de l'Empire, les frontières de l'Empire. Nous reviendrons à nos légionnaires. Alors du coup, on peut dire que le territoire est protégé par des frontières fortifiées aux endroits les plus dangereux, donc des murs, des forteresses, donc des constructions, mais aussi évidemment des moyens humains, des camps de légionnaires, entre parenthèses soldats, pour expliquer ce qu'est un légionnaire. Alors en fait, ça a l'air plutôt bien organisé, parce qu'en fait les conquêtes militaires, c'est une vieille habitude pour les Romains, et depuis les débuts, ou presque en tout cas depuis la République, les Romains, c'est un peuple qui conquiert des territoires, dont le territoire s'étend assez rapidement. Alors là, ça vous fait une petite chronologie des conquêtes romaines, depuis 300 avant Jésus-Christ, en gros. Donc d'abord l'Italie, puis les pourtours de la Méditerranée les plus proches, et puis un peu plus loin ensuite, dans la période de 60 à 27, on voit l'Égypte, et puis on voit aussi la Gaule, par exemple, dont on avait déjà parlé. Donc je disais, rappelez-vous, déjà sous la République, il y a des chefs de guerre pour partir à la conquête de territoire et pour agrandir le territoire romain, et Jules César, notamment pour la Gaule. Donc voilà notre ami Jules César à la bataille d'Alésia, 52 avant Jésus-Christ, bataille qu'il remporte. C'est aussi la fin de la guerre des Gaules, et sur le cheval, Vercingétorix, donc qui avait fédéré une armée gauloise unie dans la résistance aux Romains, et qui doit rendre les armes, la totalité de la Gaule devenant à ce moment-là une province romaine. Alors, province romaine devenant plutôt des provinces romaines, puisque c'est découpé en plusieurs provinces qui vont être gouvernées par plusieurs gouverneurs. Alors me direz-vous pourquoi c'est si important de conquérir des territoires pour les Romains dès l'époque républicaine? Et parce que si vous vous souvenez bien, dans le cas de César, en tout cas, et des autres hommes politiques de son époque, l'époque des guerres civiles, en fait, conquérir des territoires, gagner des batailles, agrandir le territoire romain, c'est un moyen d'accroître son prestige, son pouvoir, c'est un moyen d'acquérir la gloire. Jules César est là représenté sur des monnaies, presque comme un souverain, une sorte d'empereur avant l'heure, alors qu'il n'a pas été empereur, puisque on est toujours à l'époque républicaine. Et là, vous avez aussi une représentation de son triomphe. À Rome, à cette époque, celui qui gagne une bataille, c'est celui qui va être auréolé de gloire et de prestige, et qui va avoir droit à cette cérémonie qu'on appelle le triomphe, qui se passe à Rome, et qui est pour les gens de cette époque, pour les habitants de Rome, un moyen d'abord de faire la fête, de célébrer l'agrandissement du territoire de Rome, et puis de savoir aussi qui sont les puissants. Alors, un court extrait de cette série qui s'appelle Rome, qui date de 2005, et qui montre à quoi peut ressembler le triomphe de Jules César en 46 avant Jésus-Christ. Donc
donc que c'est vraiment un moment de consécration pour César. Et notamment, souvent, ça a donné lieu à la construction d'un arc de triomphe, justement. Exemple celui pour Titus, érigé en 81 après. C'est pour commémorer ses victoires à cet empereur Titus sur la province de Judée, à Jérusalem. Et on avait déjà regardé ensemble cette image qui se trouve sur cet arc de triomphe situé sur le forum romain et qui illustre donc la destruction et le pillage du temple de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Sur le forum romain, donc à Rome, la place centrale de Rome, voilà une photo actuelle, et il reste tout un tas d'arcs de triomphe, plusieurs arcs de triomphe de différents types, à une baie, à 3 baies, plus ou moins importants, plus ou moins décorés, et qui sont l'œuvre de plusieurs empereurs différents. D'Auguste, il n'en reste pas à ma connaissance, mais d'autres empereurs. Tout ça pour expliquer que vraiment, pour nos amis romains, la guerre, c'est vraiment au cœur des questions politiques, des questions de pouvoir, et agrandir l'Empire romain est vraiment à cette époque important pour gagner en prestige, en reconnaissance et en admiration aussi de la part des populations. Alors comment expliquer après que ces conquêtes soient si nombreuses? C'est pas simplement parce que c'est important pour les Romains de le faire, mais c'est aussi parce qu'ils y parviennent grâce à des moyens matériels. Alors l'armée romaine, qui est une armée très efficace, nombreuse, bien organisée, c'est ce que vous montrez les 3 derniers documents. Alors 3 aspects. Première chose, des soldats, donc les légionnaires, ceux qui combattent à pied, qui sont des soldats bien équipés, qui sont rapides, qui sont armés de manière assez légère mais bien protégés et qui agissent dans un esprit de corps, c'est-à-dire que c'est le groupe en fait qui se bat, et il n'y a pas dans cette armée vraiment d'esprit individualiste, ou en tout cas il ne doit pas y en avoir, puisque l'idée c'est qu'on se bat comme un seul homme entre guillemets pour l'Empire romain. Il y a aussi des cavaliers dans l'armée romaine, ils sont moins connus, mais ils existent, et ils subissent aussi un entraînement et une discipline très stricte. Parce ce qu'on voit lorsque on regarde cette illustration, c'est une reconstitution d'un camp légionnaire, on en parlait tout à l'heure, ceux par exemple qui sont sur les frontières de Germanie ou de Bretagne, sur le Limès, eh bien on comprend tout de suite que c'est une organisation extrêmement stricte et réfléchie. Alors d'abord le côté géométrique, tout est carré, bien rangé, donc pour que ce soit évidemment plus facile de s'y retrouver, d'y circuler, d'y agir en cas d'attaque. Et puisque j'ai entouré en rouge, c'est les éléments qui protègent le camp et qui sont nombreux. C'est-à-dire qu'il y a un fossé d'abord, il y a une palissade de pieux, puis encore une levée de terre derrière. Et en plus, une tour pour voir apparaître. Et puis des portes qui sont gardées. Donc en fait, ce camp, il est juste parfait. C'est-à-dire juste idéal pour être efficace. Et puis ce texte nous montrait tout simplement, il fallait prendre le temps de le lire, au début on voyait peut-être pas très bien le rapport, c'est l'histoire de soldats romains qui échappent en désordre à travers des monceaux de cadavres et d'armes, qui finissent par se reformer, qui, faisant sonner le rassemblement, notre consul s'en prend aux troupes pour avoir trahi la discipline à abandonner les drapeaux. Alors c'est là que ça nous intéressait, abandonner les drapeaux, c'est-à-dire, tout simplement, ils sont partis en courant. Au lieu de livrer le combat, ils ont reculé, ils sont partis. Et ils ont lâché les drapeaux, littéralement, c'est-à-dire qu'ils ont tout laissé sur place et ils sont partis en courant, tout est resté là. Et donc, c'est tout simplement un refus de combattre, une fuite devant l'ennemi. Et en fait, ça nous intéresse pour montrer que des sanctions très lourdes sont prises, regardez bien. Donc les officiers, ceux qui donnent les ordres, donc qui sont coupables d'abandon de poste, ils sont bastonnés et décapités. Alors bastonnés, c'est-à-dire qu'on les tape avec un bâton, on les frappe, et puis après on les décapite. Alors me direz-vous, pourquoi est-ce que c'était utile de les taper si on savait qu'on allait les décapiter? Les simples soldats, eux, alors on peut pas tous les tuer non plus parce que sinon on n'a plus d'armée, mais le consul décide d'en faire exécuter 1 sur 10 par un tirage au sort. Alors là encore, c'est juste cette affaire-là, et en fait on comprend que derrière ça, l'intérêt, c'est l'exemple, c'est-à-dire c'est de faire peur aux autres. Et dans l'armée romaine, la discipline était vraiment très très stricte. Alors, quelques images pour comprendre ça.
La force de la Légion réside dans l'esprit de corps. Le groupe est soudé autour du symbole de l'Empire, l'aigle. Mais cette puissance repose aussi sur la discipline de fer imposée aux recrues. Les légionnaires font 25 ans de service. Ils n'ont pas le droit de se marier et n'ont que peu ou pas de divertissement. Les journées passent en longue marche sous le poids d'un barda de 40 kilos. Lorsqu'ils sont retranchés, les hommes s'entraînent. Le légionnaire naît et passe son existence l'arme au poing. Toute sa vie, il répète inlassablement les manœuvres, acquérant des automatismes qui font de la Légion le corps d'armée le plus discipliné de l'Antiquité. Et lorsqu'il ne s'entraîne pas, le soldat astique son armure et son casque en attendant la revue du centurion. Si cela ne brille pas, il sera puni. Une patrouille harassante, dans le meilleur des cas, des coups de bâton ou de fouet dans le pire. S'il déserte et qu'il est repris, c'est la mort qui l'attend. Aux 4 points cardinaux, les légions imposent la romanité par le fer et par le sang, mais aussi en aménageant le paysage. Car désormais, il faut protéger cet empire en expansion, augmentant les kilomètres de frontières dressés face aux barbares. Des forts s'élèvent sur les marges de cet immense empire. Du coup, on comprend que cette discipline très dure est à la base, entre autres, de cette efficacité de l'armée romaine. Ainsi, on en termine avec ce thème-là. À la prochaine fois pour une prochaine vidéo.